Un moustique, une carte postale, du papier peint. C'est bien de Barton Fink dont nous allons parler aujourd'hui. Sixième étage. Sixième, prochain arrêt. Barton Fink est un film des frères Coen qui sort en 1991. Le film raconte l'histoire de son personnage éponyme, incarné par John Turturro, un metteur en scène new-yorkais invité par un producteur hollywoodien pour rédiger le script d'un film de catch. Mais l'arrivée à Hollywood se transforme en un véritable cauchemar, un piège qui semble se refermer sur Barton. Ce dernier se retrouve incapable de rédiger la moindre ligne. Il fait en parallèle la rencontre de Charlie, incarné par John Goodman, un commercial en assurance qui se révèle particulièrement accueillant et admiratif vis-à-vis de Barton. Ce dernier, au contraire, méprise cet homme du peuple et prétend pourtant pouvoir le comprendre mieux que n'importe qui au travers des pièces de théâtre qu'il écrit. Barton est convaincu de pouvoir changer le monde et de faire prendre conscience à l'homme de la rue de lui-même. Mais les désillusions vont s'enchaîner dans ce lieu pourtant plein de promesses, à l'image d'une certaine carte postale au cadre idyllique. Ainsi, nous verrons comment l'ascension de Barton va se muer en une véritable descente en enfer, qui prend autant la forme d'un Hollywood étouffant, voire kafkaïen, qu'un enfer mental et obsessionnel. En outre, comment la perception de Barton va-t-elle prendre le pas sur le réel, à défaut de ne pouvoir rédiger le scénario qu'on lui demande ? Barton entend fonder ce qu'il appelle le théâtre du réel, un théâtre à l'ambition pédagogique et dénonciatrice. Les frères Coen s'inspirent ici de nombreux artistes ayant soutenu cette ambition, mais trois me viennent particulièrement à l'esprit. L'ambition d'Ibsen est de faire un théâtre social, fondamentalement inspiré du réel et dont la mise en scène vise à choquer le spectateur et de le pousser à agir, du moins à constater les soubassements de la société dans laquelle il vit et à laquelle il participe. C'est le cas d'Un ennemi du peuple. Dans cette pièce, Ibsen met en avant l'hypocrisie des dirigeants et la pourriture qui déverse autant physiquement que métaphoriquement sur la ville. Pour Brecht, le théâtre se doit d'être pédagogique et dénonciateur grâce au procédé de la distanciation qui permet de mieux surexposer le réel. Clifford Odets est le double le plus proche de Barton. Comme lui, c'est un intellectuel juif américain. Ce dernier, fort de son succès à Broadway, est connu en tant qu'artiste engagé grâce à la pièce Waiting for Lefty, une pièce en un acte qui met en scène une réunion syndicale de chauffeurs de taxi en grève, une situation dramatique inspirée par un fait réel. En 1936, il est appelé par les studios hollywoodiens et signe un contrat avec eux. Il n'écrira que pour des romances telles que Rien qu'un cœur solitaire avec Cary Grant, destiné au grand public. Something steady, nothing cheap. With a head on her shoulders. Barton se vante donc d'avoir un rapport privilégié au réel, celui de l'artiste voyant, capable d'assurer le lien entre l'art et le peuple. Il considère donc l'artiste comme surélevé par rapport aux autres hommes, car il est doté d'une perception transcendante. Il y a d'ores et déjà un écart béant entre lui et Charlie, l'homme du peuple, qu'il dit comprendre et pourtant méprise. Barton avoue son mépris pour le cinéma. Pour lui, c'est un divertissement médiocre destiné à amuser le public, contrairement au théâtre, le grand art. Ainsi, Barton entend surtout élever un peu le peuple américain qui n'a pas conscience de lui-même. Mais comme toujours chez les Coen, le personnage de Barton est complexe et ne répond pas qu'à un trait de caractère. Barton refuse jusqu'au bout de se compromettre en tant qu'artiste, allant jusqu'à créer ce qu'il appelle son chef-d'œuvre,
lors d'une scène particulièrement forte. Barton croit réellement pouvoir impacter l'Amérique avec ses pièces de théâtre. Aussi, lorsque le producteur lui demande de rédiger un scénario simple visant à la consommation immédiate, bien ficelé, il en est incapable au nom de l'art. Le mépris de classe devient particulièrement explicite grâce aux nombreux parallèles du film, où les scènes se font écho entre elles. Pour l'aider à rédiger le script, le producteur l'envoie observer le tournage d'un film de catch. La scène est filmée de façon très angoissante, insiste sur la violence, mais aussi le ridicule, de la mise en scène, dont Barton ne peut soutenir le regard. La scène fait écho à une scène précédente où Charlie, ravi de pouvoir aider Barton, l'entraîne dans une scène de lutte. Ici, Charlie est introduit par sa force et sa capacité à dominer Barton, notamment grâce au jeu de plongée et de contre-plongée, la musique angoissante et les plans de plus en plus rapprochés sur les visages en sueur. On comprend que Charlie reproduit ce qu'il voit à l'écran. On retrouve ce motif une troisième fois lors de la séquence très particulière du bal en l'honneur des marins. Cette fête tourne au véritable cauchemar. Dégénérescence totale, pugilat général où l'on retrouve le même plan d'hommes se comportant comme des singes en plein combat à mort. La perception de Barton envahit ici l'écran. Les autres agissent sous l'injonction de leurs instincts primaires, lui agit au nom de l'art pour sauver l'homme de sa condition. On constate ainsi que le rapport qu'entretient Barton au réel est envahi par sa perception et son orgueil, qui l'empêche de comprendre réellement ce monde. Barton vit dans une bulle qui s'apprête à éclater dès son arrivée à Hollywood. Barton va alors être entraîné dans un délire tourbillonnant où le réel, de plus en plus distancé, fait place à un cauchemar sans fin. C'est l'arrivée à Hollywood qui va permettre d'opérer un décrochage avec le réel. Va alors s'opérer une véritable chute en enfer. Les frères Coen aiment, tout au long de leur film, jouer avec les codes du cinéma. Dans Barton Fink, on retrouve d'une part certains codes du film d'épouvante, avec l'hôtel cauchemardesque et la figure angoissante de Charlie. D'autre part, de nombreux éléments font penser aux codes du film noir. Le film noir est caractérisé par l'ascension, puis la chute d'un homme, souvent accompagné de la figure de la femme fatale, à l'origine de la perte de cet homme. Les thèmes privilégiés sont le meurtre, la trahison et le fatalisme. Les frères Coen jouent justement sur ces codes. Ici, les inspecteurs ne sont pas les protagonistes, mais les ennemis. Audrey n'est pas vraiment la femme fatale que l'on attend. Enfin, Barton est déjà au sommet de sa gloire, il ne peut que chuter. Le film peut donc être perçu comme une longue spirale inexorable où Barton sombre de plus en plus au cœur du désespoir. C'est pour ça que j'évoquais les enfers. En effet, de nombreux signes dispersés dans le film permettent d'imaginer un parallèle entre l'hôtel dans lequel réside Barton et les enfers issus de la mythologie gréco-romaine. L'hôtel Earl est caractérisé par le mouvement vertical, à l'image des enfers, et horizontal, à l'image d'un labyrinthe. Il y a d'abord l'arrivée de Chet, le réceptionniste de l'hôtel, qui arrive par une sorte de trappe. Lorsque Barton prend l'ascenseur, un groom à l'aspect cadavérique l'attend. On pense alors immédiatement à Caron, nocher des enfers. Les portes qui se ferment en un mouvement fatal donnent le sentiment que Barton vient d'être piégé par le lieu et qu'il ne pourra pas en ressortir. En outre, Barton signe un formulaire de séjour où il est écrit en haut « Earl, pour un jour ou pour la vie », ce qui signifie qu'il lui reste un jour pour partir ou demeurer à jamais prisonnier du lieu. Cela fait penser à un pacte quasi faustien, un échange entre la vertu, ici de l'artiste qui refuse de se compromettre, et la gloire au risque de demeurer enfermé à tout jamais ici. Là où l'enfer prend la forme la plus évidente est lors de la scène finale où l'hôtel entier prend feu, concluant la chaleur étouffante qui semble caractériser le lieu depuis le début. On peut également penser à une analogie avec le mythe orphique. Orphée, figure même de l'artiste en proie de désespoir, doit,
pour sauver son amante Eurydice, descendre aux enfers et la mener au monde terrestre sans la regarder. Il se retourne malheureusement, la condamnant à jamais à mort. Ici, Audrey Taylor pourrait apparaître comme un double d'Eurydice qui, une fois descendu aux enfers et après avoir accordé son amour à Barton, se condamne à tout jamais et meurt à ses côtés. Barton semble payer le prix d'avoir cédé à la tentation de cette dernière. Dans cet enfer, le personnage de Charlie est fondamental. Il porte en lui deux figures. L'une est rassurante, du fait de sa bonhomie et de l'attention qu'il porte à Barton. D'ailleurs, lorsqu'il annonce qu'il part, Barton est pris d'angoisse. Il apparaît comme le sauveur de Barton dans cet enfer. Mais Charlie est également une source de danger. Le long panoramique qui suit le son de ses pas, l'arrêt sur la porte dont on s'attend à le voir surgir, tout concourt à ce que l'on se méfie de Charlie. Il semble régner dans cet hôtel comme un maître des enfers qui sait tout ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Cette appréhension est confirmée à la fin, quand les inspecteurs révèlent que Charlie est un meurtrier. Cependant, il décide de ne pas tuer Barton et l'aide au contraire. Charlie se présente comme une sorte de Christ rédempteur qui souhaitait aider les autres et pardonner autrui en le tuant, de façon à le libérer de l'enfer humain. En laissant Barton en vie, il le laisse en proie à cet enfer. Ainsi, le film semble lui-même prendre le chemin d'une spirale inexorable et de plus en plus angoissante au fur et à mesure que Barton sombre dans cet enfer mental. Et c'est l'environnement gangrené dans lequel il se trouve qui va le pousser de plus en plus vers la folie et au désespoir de l'artiste, ainsi que sa plus grande angoisse, la page blanche. Dans ce film, les frères Coen opposent deux mondes qui sont montrés en ce qu'ils ont de détestable. D'une part, le milieu bourgeois intellectuel new-yorkais, et de l'autre, le luxe dégoulinant hollywoodien. Les frères Coen ont revendiqué de nombreuses fois leur indépendance vis-à-vis des studios, et le fait de placer leurs films à l'âge d'or des studios hollywoodiens est une façon de moquer les producteurs des années 40 comme d'aujourd'hui. Barton se trouve donc introduit dans un monde littéralement gouverné par le producteur. Ainsi, lors de sa dernière confrontation avec Jack Lipnick, le producteur, ce dernier lui rappelle qu'il est désormais sous ses ordres, à l'image de milliers d'autres écrivains. Il se retrouve alors au sein d'une véritable dictature où il se trouve relégué au dernier rang. On sent alors tout au long du film une sorte de force écrasante qui domine l'espace et mène à un sentiment obsédant de claustrophobie. En effet, l'espace semble se resserrer de plus en plus autour de Barton. Les plans sur son visage sont de plus en plus rapprochés, et l'hôtel dans lequel il réside semble sans issue. Dès son arrivée à l'hôtel, il tente d'ouvrir sa fenêtre, en vain. Il est condamné. Tous les plans tendent à renforcer ce sentiment de domination et de contrôle total du producteur qui règne sur les studios. On pense alors au tout premier plan du film, un panoramique vertical qui dévoile les cordes de la scène de théâtre permettant de manœuvrer les lumières et les rideaux. Il y a bien un démiurge qui tire les fils. Barton est alors coincé dans une machine dont il n'est qu'un rouage de plus. Il se rend compte de son impuissance. C'est particulièrement explicite grâce au raccord sur la machine à écrire. On voit d'abord Barton taper sur sa machine, filmée en travelling avant. Puis raccord où on croit toujours que c'est Barton, alors qu'il s'agit de la secrétaire de bureau. On retrouve ce modèle de la similitude dans la série de chaussures de l'hôtel ou encore dans les toilettes du restaurant. Hollywood est le lieu même de l'illusion et pour Barton, de la désillusion. À l'image d'une carte postale que l'on contemple qui donne une image faussée du lieu qu'elle représente. Hollywood dissimule bien quelque chose. Ainsi, le motif de la pourriture circule dans tout le film et semble progressivement déteindre ou du moins se révéler aux yeux de Barton. Il est introduit par le mur de la tapisserie murale dans la chambre de Barton, qui ouvre d'ailleurs le générique du film. Cette tapisserie morne, à motif unique, se décolle peu à peu, et révèle une matière visqueuse,
semblable à une peau qui se décolle. De même, le personnage de l'auteur est introduit par son vomi dans ce lieu justement si propre des toilettes et agit comme une métaphore de cette pourriture parmi l'éclat. Barton l'admire particulièrement et sa rencontre fortuite va rapidement se peupler de désillusions. Enfin, ce qui me paraît comme le signe le plus évident de ce pourri dissimulé est un long fondu enchaîné où le visage de Barton se superpose à une sorte de conduit, un égout immonde suivi d'un travelling arrière comme si l'on quittait son intériorité. Lui-même apparaît donc comme pourri, faux et révèle sa véritable nature. On peut donc évoquer un véritable cauchemar kafkaïen, où les hommes sont coincés comme des rats dans un système qui les empoisonne. Une société impersonnelle qui resserre son autorité sur l'individu, le privant de ses libertés, de ses mouvements. Une société où l'on sent une puissance supérieure écrasante qui pèse. Cette force est suggérée d'une part par le son, traité de façon à toujours être présent, mais jamais au premier plan, et d'autre part par la façon de filmer en hauteur les scènes. Ce système oppresse l'artiste et provoque en lui un véritable blocage artistique. La seule qui semble alors échapper à ce système et demeurer pure est Audrey, mais elle est condamnée à mort ou à demeurer à jamais dans l'ombre des écrivains qu'elle aide. Il en est de même pour Charlie. Entre les inspecteurs fascistes, le producteur véreux et l'artiste vaniteux, il apparaît comme un personnage sincère et devient une figure rassurante aux yeux de Barton. C'est lui qui souffre le plus de ce système aliénant, méprisé des intellectuels et des puissants. Jette un coup d'œil sur cette chambre. T'es qu'un touriste avec une machine à écrire, Barton, alors que je vis dans ce trou. Tu te rends compte de ça? C'est le seul à écouter, à accorder son attention à Barton, ce qu'il n'obtient pas en retour. Barton est orgueilleux, une caricature de lui-même et de tous les intellectuels de gauche. Il prétend être capable d'être la voix du peuple. Or il la fait taire, et cela dès le début, en demandant à ce que Charlie se taise. Charlie est donc l'opposé de Barton. Il entend tout ce qu'il se passe dans l'hôtel et semble lié au monde, capable de l'entendre, alors que Barton est muré dans sa perception, incapable de sortir de sa chambre et de son esprit. Un aspect essentiel du film est la question du processus de la création artistique. En effet, Barton se trouve confronté au syndrome de la page blanche. Impuissant devant la machine à écrire, l'impératif de finir le script tourne à l'obsession. Cette machine à écrire devient un véritable personnage à part entière, froide et impassible sur le bureau de la chambre, et rappelle sans cesse l'impuissance de Barton, qui ne parvient, en un sens, à la dominer. C'est cette incapacité à créer, à produire une fiction qui déclenche un décrochage avec le réel. À défaut de ne pouvoir écrire, Barton fictionnalise le réel. Je pense au moustique qu'il écrase sur le dos de Audrey. La tache de sang est si amplifiée qu'on croirait à un film d'horreur particulièrement sanglant. C'est comme si peu à peu, Barton amplifiait le réel de ses sens, de ses signes, de façon à les rendre plus frappants, plus obsédants. On peut alors tenter d'expliquer la fin du film comme le produit de l'imagination de Barton, comme si sa perception avait littéralement envahi le film, une perception du monde exagérée, pétrie de mythologie et de théâtre. Le son contribue largement à ce sentiment d'étrangeté et de décrochage, et cela dès le début du film. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est la façon dont est filmée la séquence qui se déroule juste après les ovations en l'honneur de la pièce de Barton. La caméra est flottante, la colorimétrie est très jaune, appuyant la douceur de la scène. Tout semble se dérouler comme dans un rêve. Puis soudain, on entend le son d'une clochette et l'on voit un serveur s'avancer avec une pancarte au nom de Barton. On a véritablement la sensation de flotter. De la même façon, la scène de danse apparaît également complètement déplacée, étrange, filmée dans un rythme fou, comme s'il s'agissait d'un rêve ou d'un cauchemar. Bref, il y a une confusion volontaire entre la fiction et le réel, et l'interprétation est laissée libre. En outre, la chambre agit comme un double de l'intériorité de Barton, et au fur et à mesure que Barton déraille, cette dernière se désagrège. Un lieu où les murs se décollent, où les fenêtres ne peuvent s'ouvrir, peut-être à l'image de ses yeux exorbités, filmés inlassablement tout au long du film. C'est d'ailleurs le seul lieu où Charlie apparaît et que meurt sans explication Audrey. C'est également dans cette chambre qu'il trouve la Bible et au lieu de voir les paraboles de cette dernière, lit ses propres mots. Elle semble être hors de l'espace et du temps.
L'imagination et la création envahissent l'espace, tandis que la page demeure vierge. Barton reporte ce qu'il ne peut pas écrire sur le monde qui l'entoure. On s'attend à ce que la boîte contienne la clé de nos interrogations, mais elle demeure volontairement fermée. Comme l'hôtel qui prend feu, elle apparaît comme une résolution du film et également un nouveau questionnement. Charlie est ce qui apportait l'inspiration à Barton, le matériau même sur lequel il travaillait. Lorsqu'il part, c'est la boîte qui apparaît comme la nouvelle source d'inspiration, comme l'inspiration même. Barton ne sait pas encore ce qu'elle contient. C'est particulièrement intéressant du fait qu'il se trouve dans la carte postale, qu'il regarde à chaque fois qu'il est désespéré et qu'il semble lui donner un regain d'espoir, d'inspiration. Ces deux sources d'inspiration sont réunies pour créer. La boîte apparaît alors comme une sorte de relais de l'inspiration que Charlie confie à Barton. Encore une fois, la scène finale a plusieurs issues. Représente-t-elle la possibilité pour l'artiste de s'évader, de quitter l'enfer étouffant pour un paradis aéré ? Ou au contraire, renforce-t-elle le sentiment de claustrophobie, condamnant Barton à jamais dans cette illusion, à Hollywood, où la beauté est inaccessible ? Barton Fink est donc un film à multiples sens, issu, truffé de références au cinéma lui-même. Il condense beaucoup d'éléments et laisse l'interprétation libre, qui donne envie de le revoir sans cesse et de déceler les clés cachées, à l'image de cette boîte donnée par Charlie à Barton. C'est un film sur la création même, qui semble se créer à chaque instant sous les yeux du spectateur. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce qui vous a plu ou vous a déplu, et bien sûr si vous avez des envies de films pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, et à très bientôt sur ma chaîne.